Salut, salut. Ah, je vois qu'il y a des nouveaux venus qui sont là. On va baisser tout doucement le son. Alors désolé, je sais qu'il y a des brownies parmi mes viewers et que vous aimez cette musique-là. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut qu'on démarre. Donc on va passer sur cette scène-là. Donc bonjour à Emmett Semper. Et bah évidemment, salut à John Voss, à Sayou, bref, toute la team habituelle. On est assez nombreux pour une première, on est 6. Donc on va pouvoir commencer sans plus tarder. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre réunion bimensuelle, un mercredi sur deux à 21h sur le Twitch de Taiki Sensei. Donc aujourd'hui, si on revenait un peu aux racines de Radio Dojo, durant la première émission, on avait accueilli Pierre Brulet pour parler architecture et design de monde, qui est un écrivain. Et si on parlait de littérature de manière plus approfondie, et qui plus est, de littérature francophone. Et je dis bien francophone parce que oui, pour une fois, mon invité n'est pas français, mais belge. Natif de Tournai, plus précisément, et qui a un certain bagage, un certain bagage d'écrivain derrière lui, puisque influencé par le cinéma d'horreur, les récits de Graham Masterton et ceux de Serge Brussolo, il commencera à écrire dès l'âge de 14 ans, et sera édité pour la première fois en 1999 sous le nom Kiss Huige, jeu de mots. Et pendant une vingtaine de noms, que ce soit sous son vrai nom ou son alias habituel, Liverick, il fera divers romans de fantastique et d'horreur, pour grands comme pour petits, d'ailleurs on y viendra à ça, et il sera édité dans diverses petites maisons d'édition, et remportera certains prix prestigieux, comme le prix Masterton, à 3 reprises. Parmi ses livres les plus réputés, on peut citer Les Contes d'Amy, Suture, Petites histoires à faire peur mais pas trop, ou encore Dark Gates of Terror, qui lui permettra de travailler avec une de ses influences, Graham Masterton himself. Pendant 2 décennies, il a arpenté les différents salons de livres d'Europe francophone, et du coup, selon moi, il était le mieux placé pour traiter du thème d'aujourd'hui, l'imaginaire en littérature francophone. Je vous demande d'accueillir, on va éviter de faire le coup cette fois-ci, Frédéric Livins. Salut à toi. Salut, merci beaucoup. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Ça va bien, ça va très bien, plein de forme. La présentation, ça allait? Ouais, c'était nickel, ouais, c'était bien. Ok, ok, ok. Bah écoute, je suis super content que tu aies accepté mon invitation. Parce qu'on va pas se Avec grand mentir, plaisir. on se connaît depuis un petit moment par le biais de Lucas, qui est un ami commun. On a déjà fait des conférences à l'époque de Virtua Livre. Et tu me semblais, comme je l'ai dit, tu me semblais le plus à même de traiter de ce genre de sujet. Et en plus de ça, on en parlera un peu plus tard, mais tu es un amateur de cinéma de genre, donc on pourra faire aussi un comparatif entre la place de l'imaginaire en littérature francophone et voir si dans le cinéma de genre francophone, l'imaginaire se porte aussi bien. Mais déjà, on va poser quelques questions à ton sujet. Lors d'une conférence qu'on avait fait à Virtua Livre, tu avais confessé que tu as commencé à regarder du cinéma d'horreur à 10 piges. Comment t'as fait pour pas te faire griller? Tout simplement parce que mon père était ultra permissif à ce niveau-là. Les rapports avec mon père ont toujours été assez difficiles, mais Ok. c'est marrant, j'en parlais avec mon épouse il y a quelque temps. Je suis ultra fan de cinéma d'horreur, de littérature d'horreur et de métal. Et tout ça, quelque part, c'est un peu à mon père que je le dois, parce que lui-même était fan de science-fiction et de fantastique. Donc mes premiers écrits, c'est vers lui que je les ai découverts. J'ai baigné dans la musique rock, les Stones, Zeppelin et tout ça, donc ça m'a amené à Maiden, Judas Priest. Donc voilà. En fait, je me faisais pas griller parce que mon père me permettait absolument tout à ce niveau-là. Et les films d'horreur que je pouvais louer au vidéoclub, ben, il donnait toujours son aval. Même si parfois ma mère se demandait quoi, il donnait son aval. Donc mes premiers Evil Dead et tout, j'avais 11 ans, je crois, un truc dans le genre, 12 ans. Ben voilà, il n'y avait pas de problème, je pouvais le regarder, il le louait pour moi, et puis voilà, on le regardait le soir à la maison ensemble. Mais c'est vrai que quand j'avais 8-9 ans, là, je descendais en douce. La nuit, regarder sur la BBC, je pétais pas un mot d'anglais, mais c'est pas grave. Et là, je regardais des films comme Le Masque du démon de Bava et tout ça. Donc voilà. Mais mon père, franchement, à ce niveau-là, était très permissif. D'accord. D'ailleurs, quand tu parles de Evil Dead, ça me rappelle parce que Sayu, ma modératrice, est ici présente et on a regardé hier, me semble-t-il, on a regardé House de Nobuhiko Bayashi, qui a été une des influences de Sam Raimi pour Evil Dead. En tout cas, vous voyez la vidéo de Monsieur Bobine sur House, c'est très intéressant à ce niveau-là. D'accord. Et donc, j'ai fait ce petit résumé de ta carrière, mais oula, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Attendez, il y a un petit problème technique. Oula, attendez.
C'est bon. Donc, je disais donc. Parmi tes divers faits d'armes, ben, tu as notamment travaillé il y a quelques années avec celui qui a été l'une de tes influences en termes de littérature, Graham Masterton. Comment la rencontre s'est faite et comment tu as vécu cette expérience? Alors, la rencontre s'est faite un peu en amont parce que le livre est sorti en 2018 et j'ai rencontré Masterton pour la première fois à la foire du livre de Bruxelles où il venait dédicacer sur le stand de l'Ivresse Édition. La première fois que j'ai rencontré, je suis resté tétanisé, je savais pas quoi dire tellement j'étais submergé par l'émotion parce que bon, bah, j'avais quoi? J'avais 46 ans, un truc dans le genre. Je suis fan de Masterton depuis que j'ai 12 ans et le rencontrer pour la première fois, c'était quelque chose de phénoménal. Et c'était une belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui humainement est vraiment super bienveillant, super gentil. Et après, ben, mon éditeur à l'époque, qui était Sema Édition, et l'éditrice de l'Ivresse, Émilie, chez qui je travaille maintenant, s'entendaient bien. Et donc, on échangé un peu les contacts. Et Michael m'a dit, comme on venait de faire le Dark Gates of Terror, qui avait remporté le prix Masterton 2018, Masterton il qui m'a dit, remporte le prix Masterton. C'est magnifique. voilà, il m'a dit, est-ce que ça dirait de faire un Dark Gates avec Masterton s'il est d'accord? Alors, c'est ultra flatteur. Euh, la seule chose, c'est que c'est une séquence de stress monstrueuse parce que on te dit, tu vas écrire avec l'un des deux auteurs que tu admires le plus au monde. Et là, tu te dis, oui, mais sérieusement, suis-je à niveau? Donc, je n'ai jamais autant flippé pour écrire 3 textes. J'ai jamais autant travaillé d'ailleurs pour écrire 3 textes, ça c'est clair. Mais au final, je vois que tous les lecteurs ont adoré, aussi bien ceux de Graham que les miens. Donc c'était vraiment, vraiment super. Et puis dédicacé avec Graham, qui est super gentil et tout, c'est quelqu'un de très rigolo. Bah, c'était vraiment que du bonheur. C'est vraiment comme si tu touchais le ciel du bout du doigt, là, tu vois. C'est vraiment une expérience phénoménale. Voilà. Ouais. Imagine, j'ai Jonathan Davis qui me dit écris-moi une chanson. Comment dire? Alors non. C'est vrai. Mais et du coup, Graham, il a fait des retours sur tes textes. Il les a lus. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors, il n'a pas fait de retour sur les textes. Par contre, je sais qu'il était enthousiaste quand le recueil est sorti et tout. Et ici, comme CMA Édition a fait faillite avec le repreneur, on a recasé les Dark Gates chez Livresse Édition. Ben voilà, comme tu vois, c'est un petit monde. Ça ressortira fin 2024, début 2025, les 2 Dark Gates initiaux et un troisième Dark Gates qui, lui, pour l'occasion, est entièrement inédit, avec Jean-Pierre Favard comme copilote, ce qui fera 3 textes aussi. D'accord. D'accord. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, tu as une autre actu à nous partager? Alors, une autre actu. T'es très productif en ce moment, non? Ici, oui, oui, en ce moment, ça bouge beaucoup, en fait. En octobre, j'ai sorti Enfance, un recueil de nouvelles fantastiques basé sur le thème de l'enfance, comme l'indique le titre, aux éditions Faute de Frappe, chez Marc Falvo, qui démarre vachement bien. Donc je suis vraiment très content parce que j'étais stressé. C'était mon retour à l'adulte, mon premier ouvrage ici en 2023 et j'avais plus ressorti pour adulte depuis 2019. Parce que j'ai eu une sorte de burn-out, une impression de tourner en rond. Donc j'ai eu besoin de me ressourcer et j'étais parti beaucoup vers la jeunesse. Voilà. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais ouais, j'avais eu voilà, besoin de me ressourcer, donc de lire énormément, de sortir un petit peu des sentiers battus, ne pas appliquer toujours la même recette parce que bah, ça m'aurait emmerdé, donc ça aurait emmerdé le lecteur forcément. J'avais pas envie de proposer ça, donc j'ai envie de proposer autre chose. Et il y a un Instagrammeur justement qui a dit c'est marrant parce que tu apportes des touches maintenant beaucoup plus émotionnelles dans tes textes. Ouais, j'essaie de varier un petit peu, de m'enrichir, hein, là j'ai là. Et ma prochaine actu, c'est un roman écrit en collaboration avec Patrick Héris, qui est le nom de plume de Thomas Bauduré, le boss des éditions Malpertuis, qui est dans le milieu depuis plus longtemps que moi, donc c'est dire comme il est vieux, Thomas, si tu me regardes. Mais voilà, on sort Les Ombres de l'Averse le 9 décembre, si je dis pas de bêtises, aux éditions Le Héron d'Argent. Alors c'est un thriller fantastique sur fond de sorcellerie. D'accord. Mais tu parlais justement d'écrits pour la jeunesse. Mais j'avais cité précédemment ton recueil les petites histoires à faire peur, mais pas trop. Et je sais plus si c'est durant une conférence que tu me l'avais confié ou durant un autre entretien, mais je sais plus. Mais tu m'avais expliqué que pour faire des écrits des écrits jeunesse, tes, tes bêta lecteurs, c'était tes propres enfants parce que tu es père de famille. Ouais. Comment ta femme l'a pris en fait?
Non, mais ça se passe très bien. En fait, mon épouse ne lit plus mes histoires adultes parce que, voilà, elle trouve que je suis un petit peu taré. Voilà, ça fait plaisir. Donc, en fait, elle ne me lit plus depuis 2013, quand j'ai écrit Danse 200, parce qu'elle s'est aperçue que dans Danse 200, qui est un roman qui ressortira l'année prochaine, chez Faute de Frappe, j'avais éventré ma petite fille sur une balançoire. Tout simplement parce que bah, c'était la description physique de ma fille, c'était le pyjama de ma fille, parce que j'avais besoin pour la puissance de la scène d'une implication émotionnelle. Donc j'ai tué ma fille. Voilà. Mais ce qui est amusant dedans, c'est que j'ai pas mis le nom de ma fille dans le roman, bien évidemment. J'ai mis un nom qui s'appelle Cassie, en fait. Et il faut savoir qu'on s'est aperçu qu'on a dû être inconsciemment influencé parce que mon troisième enfant, qui est une petite fille, qui est née en 2016, s'appelle Cassie. Oh putain. Voilà. Donc on a dit oui, putain, comme tu dis, hein. Oh la référence glauque. On a dû être inconsciemment influencé. Il faut savoir que je fais souvent ça. J'ai besoin de cette implication émotionnelle pour faire surgir un petit peu la souffrance ou la profondeur. D'ailleurs, un Instagrammeur a très bien repéré dans l'enfance des bribes personnelles de mon enfance qui sont tombées dedans, justement pour cette implication émotionnelle. J'avais fait le coup avec Masterton, d'ailleurs, si tu regardes les illustrations de Dark Gates of Madness, il y a une nouvelle où je traite de pédophilie. Euh, je me suis fait lyncher, mais ça m'amuse en fait. Mais c'est pas la pédophilie qui m'amusait dedans, c'était le mécanisme du monstre. C'était le mécanisme d'une personne qui s'aperçoit qu'il devient un monstre, mais ne sait plus faire machine arrière pour arrêter sa monstruosité. Et qui prend même du plaisir. Donc voilà, c'est quelque chose dans laquelle il prend du plaisir, mais qui lui fait peur en même temps, qu'il aimerait bien arrêter, mais il en est incapable. Voilà, c'était le mécanisme du monstre qui m'intéressait. Mais dans l'illustration, la peluche que la petite fille tient dans ses bras, c'est la première peluche que j'ai offerte à mon premier enfant. Oh putain. Non mais Oui, voilà. là il y a Emile Lucas, je le vois dans les commentaires, il te dit j'ai tué ma fille, signé Frédéric Livas en 2023. Non mais ta gueule, ne clippez pas ça s'il vous plaît. J'avais avoir des emmerdes. Non mais Pour info, voilà. c'est intéressant parce que en fait j'avais regardé il y a plusieurs mois maintenant une chronique sur un film de Rob Zombie qui s'appelait Devil's Reject et c'était le même parcours dans le sens où ça parle d'une famille de tueurs nécrophiles psychopathes comme il en existe dans tous les films d'horreur depuis Massacre à la tronçonneuse, sauf qu'en fait ils perturbent les codes moraux du viewer, enfin du spectateur, parce qu'en fait ils en font les personnages principaux et ça crée un malaise de fou en fait. Et en fait c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est au sein visiblement de ce que tu dis, on est dans la tête d'un fou qui se met à troncher des gamines sans se rendre compte que ce qu'il fait c'est mal. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. Et le problème là-dedans, c'est qu'on éprouve de l'empathie pour le personnage. Et c'est ça que certains lecteurs n'ont pas du tout apprécié. La nouvelle était très appréciée, mais il y a toujours bien une ou deux têtes de fion, si on pardonne l'expression, qui viennent nous casser un petit peu les bonbons en disant ce que vous avez écrit, c'est honteux. Bah Ouais, ouais, ben qui ne le sont lis pas. persuadés que la fiction fait l'éducation alors que pas du tout. Enfin bref, ça. Voilà, et je dis, il faut faire la différence entre l'auteur et l'être humain, entre les écrits et mon rôle de père. Voilà, ça n'a rien à voir du Est-ce tout. qu'il n'y a pas une Voilà. démarche cathartique, tu écris des choses que tu ne serais incapable de reproduire dans la vie réelle. En fait, j'écris des choses qui me font peur. Voilà. Ok. Qu'il arrive quelque chose à Murder, ça revient souvent, ceux qui connaissent mon univers voient souvent le deuil, la perte d'un être proche, le divorce. Ce sont toutes des choses qui arrivent quelque chose à mes proches, c'est ce qui me terrifie le plus, en fait. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans des nouvelles ou coquesses, bien évidemment avec d'autres histoires, d'autres chutes. Mais c'est quelque chose qui me fait très très peur. Et écrire sur ses propres peurs, là, c'est effectivement un phénomène un peu cathartique. Mais c'est c'est là que tu peux être le plus sincère, voilà. Le plus pointu, j'ai envie de dire. Vraiment creuser dedans. Mais c'est très intéressant à faire. Et maintenant, bon, il y a des personnes qui prennent au premier degré, qui n'arrivent pas à différencier la fiction de la réalité. Il y en a même une avec cette nouvelle-là, elle m'a dit, c'est honteux que vous ayez des enfants. Voilà, bah, tant mieux, hein, si c'est ce qu'elle pense. Personnellement, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais voilà, quoi, c'est tout. Si ça peut la soulager, ça lui fait du bien, tant mieux. Mais je me rappelle à un moment quand je t'avais confié un manuscrit que j'avais rédigé, bon je dirais pas quoi, mais en fait c'était vrai que c'était un truc un peu étrange. Et quand je te l'avais montré, je m'attendais à ce que tu te foutes de ma gueule ou que tu te dises mais ce mec est taré, et t'étais là en mode ouais c'est intéressant. Ok d'accord, bon. Non, 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 parce que c'était vraiment intéressant. Parce que la base était intéressante, la manière de l'amener était intéressante, même si je me souviens très bien que je t'avais dit il faut absolument développer et Ce creuser. que j'ai pas encore fait, Euh, je vais m'y remettre, vous mais, inquiétez mais, pas. mais
mais voilà. Mais non, la base est intéressante parce que ça n'a pas encore été fait. En plus, il y a un côté dérangeant que j'ai fortement apprécié. Et on va pas se mentir, si on est un amateur d'horreur, de fantastique et tout ça, le côté dérangeant, c'est quelque chose qui nous attire. C'est ça. On en réclame toujours plus, sans que ce soit une surenchère gratuite. Voilà, c'est Mm. ça aussi le danger. Faut pas tomber dans la gratuité. Mais non, non, ton manuscrit avait vraiment quelque chose d'interpellant. Et ouais, moi j'avais apprécié le pitch de base. Et ouais, avec un univers développé, ça peut faire le taf, hein. Alors je sais que là, alors Lucas, là je te donne je te donne une arme à utiliser contre moi, hein. Vous clippez bien, hein. Je m'engage à finir le manuscrit, c'est-à-dire cette nouvelle ainsi que les deux autres nouvelles, je m'engage à les finir avant le dernier jour de 2024. Voilà. Clippez ça et comme ça vous pourrez le retourner contre moi. Et comme ça me trouvera une excuse pour le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Tu parles de fouiller dans tes propres peurs, Ouais, Frédéric. Est-ce que tout à parmi fait. toutes ces peurs, il y a la peur la plus indicible, la plus éternelle, la peur de l'inconnu? Est-ce que la peur de l'inconnu, est-ce que tu as cette peur de l'inconnu? Tout le monde là. Tout Même le ceux monde? qui disent oh non, moi j'ai pas peur. Si, si, tout le monde là. C'est bien ce qui me semblait. Parfois, alors, autant quand j'étais jeune, j'en avais rien à foutre, parce que j'avais rien à perdre. Mais maintenant que j'ai une famille, que j'ai des enfants et tout, la peur de l'inconnu, bah ouais, justement, parce que ce qui peut arriver n'implique pas que moi. J'ai trois personnes dont j'ai la charge. Ouais, la peur de l'inconnu, là maintenant, je suis devenu un peu flanflan. Voilà. 53 balais, ça doit être ça. Mais non, non, ouais, la peur de l'inconnu me fait peur, évidemment. C'est peut-être pour ça que les gens ont peur de la mort, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Exactement. C'est la mort aussi, j'y pensais pas. Mais tu vois, quand je pense à la mort, je ne pense pas à ma fin en tant que telle. Je pense aux personnes que je laisse derrière, tout simplement. Euh, donc je lui dis, bon Fred, arrête un peu les conneries, hein, voilà. Fais des bilans de santé régulièrement parce que t'es pas tout seul. Voilà, bon, c'est tout, quoi. Maintenant, il faut pas psychoter non plus, hein. Bien sûr. La vie, on en a une, elle est faite pour être vécue à 100 à l'heure. Donc moi, je dis toujours, Carpe je suis diem. épanoui. Ben voilà, je suis épanoui professionnellement, je suis épanoui familialement, sentimentalement, je suis épanoui artistiquement. Que demander de plus? Voilà. Je salue Ajimik, salut Ajimik, et merci de rejoindre ce live. Alors juste, donc en fait, ta femme lit un livre où tu bousilles une description physique de ta propre fille, qui possède un prénom qu'aura ton autre fille, et lorsque tu décides, en faisant des romans d'horreur jeunesse, enfin des romans de fantastique jeunesse, des histoires pour faire peur aux gamins, et tu te dis je vais les tester sur mes propres minots, elle te dit oui. je... Alors, alors, faut savoir que en fait, dans mes écrits jeunesse, je suis toujours bienveillant. Voilà. Ah, Ça, il y a plusieurs chroniqueurs, youtubeurs qui se font la réflexion de cette scission. Voilà, il y a vraiment une scission. C'est-à-dire que j'utilise les mécanismes de peur, mais après, j'explique toujours et je reste toujours bienveillant. Donc, les petites histoires à faire peur, mais pas trop, c'est effectivement des petites histoires qui vont un peu effrayer le gamin. Mais après, je fais basculer vers l'amitié, le merveilleux, le rationnel. Voilà, je suis tendre. Voilà, le cinéma hanté qui est sorti chez Faute de Frappe. Ouais, c'est un roman d'horreur enfin, c'est un groupe de potes qui veut faire une vidéo d'horreur dans un cinéma abandonné. Donc, ce qui était amusant là-dedans, c'est que j'ai implanté ça près de chez moi, à Waterloo, à quelques kilomètres de chez moi. Même si je suis belge, je vis à la frontière. Le bâtiment existe réellement, tous les commerces que je mets dedans existent réellement. L'histoire n'est pas du tout réelle, bien sûr. Tout le background historique de ce qui arrive dans le cinéma, non. Mais j'ai fait quelque chose un peu à la Scooby-Doo. Voilà, un mystère à la Scooby-Doo. Parce ah, que je suis ultra fan de Scooby-Doo depuis tout le temps. Voilà, et encore maintenant. Donc, moi, il y a un nouveau Scooby-Doo qui sort, faut que je le vois, quoi. Donc, ah ouais. bon? Même la série Velma? Ouais. Sans déconner. Ah, sans déconner, ouais. En fait, je veux tout voir pour juger. Alors maintenant, il y a vraiment des trucs qui sont merdiques, que ce soit au niveau dessin, ou merdiques au niveau wokisation un petit peu du phénomène Scooby-Doo. Mais voilà, il y a toujours à prendre et à laisser. Le problème de ce genre de série qui est un peu, bah, qui est plus vieille que moi, parce que ça a été créé en 69, si Ouais. je dis pas de conneries. Le problème de ce genre de Par un série, c'est que japonais c'était américain d'ailleurs, au passage, qui a fait le design des voilà, personnages. ça a été implanté à une époque où
voilà, je veux dire, un petit peu tout était permis. T'as Samy qui est le prototype du camé, en fait, hein, c'est pour ça qu'il a toujours faim. Voilà, bon, t'as un petit peu la bimbo avec Daphné, t'as la télo avec Vera, t'as le super costaud qui fait des pièges avec Fred, mais ils ont fait évoluer parfois de manière intelligente, parfois de manière complètement conne, les personnages pour coller à l'air du temps. Donc il y a des fois où ça se fait dans le respect des caractères originaux, et puis il y a des fois où ça devient, pardonne-moi l'expression, mais de la merde en tube, parce qu'il faut surtout pas C'est froisser normal. certaines opinions. Voilà. Ouais, Moi, ça me dérange pas, mais créons des choses originales plutôt que de péter un mythe pour coller à des choses, quoi. Mais bon, voilà. Ceci dit, je regarde tout quand même pour ne pas mourir idiot, parce que en tant que fan, j'aime bien voir un petit peu tout ce qui va se faire, voilà, tout simplement, même s'il y a des choses qui font un peu dresser les cheveux sur la tête, quoi. bien sûr. Tu parlais un moment, tu parlais tout à l'heure du fait que tu implantes des descriptifs liés à des personnes de ton propre entourage ou des choses de ta propre psychologie. Est-ce que du coup tu rejoins le propos d'un autre auteur toulousain, Sir Cédric, qui avait dit à un moment donné, dans mes livres, je mets des petits morceaux de moi. Ben, tout auteur fait ça. Hmm, Tout auteur a besoin d'utiliser ces petits fragments de personnalité pour plonger dedans. Il faut pas oublier que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui soigne. C'est pas pour rien que beaucoup de psy, je le sais parce que j'y suis passé aussi à une époque lointaine et révolue, écrire est un moyen de décharger un petit peu ses propres démons. Donc effectivement, tout écrivain utilise à un moment donné des toutes petites parcelles. Alors ça dépend des proportions, ça dépend des gens, mais on utilise tous des parcelles de soi-même pour plonger dans l'écriture. Mais je crois même que c'était Pierre Brelet, que tu connais bien et qu'on avait reçu lors du pilote, qui avait expliqué que lui, s'il écrivait pas, il était pas bien, quoi. C'était limite un besoin vital pour lui. Et C'est vital, ouais. totalement. Et j'avais même cité une phrase qui venait de Umberto Eco qui disait les livres sont vivants. Il avait dit ils sont même plus que ça, c'est un relais du vivant. Non mais totalement, Hmm, totalement. d'accord. Donc en fait, on voit vraiment des expériences se rejoindre. Bah du coup, on va pouvoir passer au thème de ce soir, la littérature francophone, la littérature de l'imaginaire dans les pays francophones. On salue tous les abonnés qui viennent de pays francophones, de France métropolitaine ou d'outre-mer. Je sais qu'il y a des abonnés qui viennent de Nouvelle-Calédonie et de Réunion. Je vous embrasse. Forcément de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d'Andorre, de Monaco, du Québec. On vous embrasse, les frelots. Mais du coup, j'ai une petite question. Comment se porte l'imaginaire dans la littérature francophone de nos jours? Bah, il se porte bien. Ah ouais. Euh, pour moi, il se porte bien grâce au phénomène de l'auto-édition, j'ai envie de dire. Euh, j'ai pas mal de potes maintenant qui sont auto-édités. Et alors c'est vrai que il y a des grosses boîtes dont j'adore les ouvrages, hein, par exemple Brajlon et tout ça, qui donnent parfois leur chance. Mais l'essentiel, dans les grosses boîtes, l'essentiel de l'imaginaire actuellement sont des auteurs traduits. Voilà. Mais par contre, du vent d'auto-édition, il y a un véritable vivier de l'imaginaire francophone. C'est monstrueux. Là, j'ai découvert des plumes comme Violaine de Charnage, voilà, qui est carrément nos limites. Comme fille, il y a du cul, c'est trash, c'est glauque, ça tâche. Il y a toujours une sacrée histoire derrière aussi. Ça, c'est une très très bonne écrivaine. Écrivenimeuse, d'ailleurs, comme elle se définit. Il y en a d'autres. Arnaud Codeville, qui lui, voilà, on n'en parle plus tellement il a fait ses preuves. Il y a Anthony Lamacchia, dont je suis en train de découvrir l'univers aussi, qui est vraiment très très bien. Non, non, franchement, il y a Caroline Carton, qui vient de gagner le prix Masterton en 2023. Il y a Christelle Colpart, Soufflet, qui elle aussi s'attache, mais c'est franchement très très bien scénarisé. Il y a Cemetery Challenge, c'est une véritable tuerie. Caroline Carton, il y a Noir, Arnaud Codeville, il y a 1974, ou Le Petit Dernier derrière les arbres qui a un recueil de nouvelles parce qu'il s'est essayé à la nouvelle après 4 romans, si je dis pas de bêtises. Violaine a fait des nouvelles, 3 tomes de villénologie. Ici, elle vient de sortir un roman que je vais commencer, mais je le vois passer partout, donc je l'ai acheté quand je l'ai vu à Reims il y a 2 semaines. Non, il y a énormément d'auteurs francophones en auto-édition ou en petites C'est ce que maisons j'allais te poser la d'édition. question justement. Ah ouais, non, non, mais je vais prendre à l'ivresse, par exemple, il y a des auteurs qui sont très très bons. Il y a Jean-Pierre Favard
qui est chez Livresse, qui va participer au Dark Estro, c'est une sacrée plume, c'est une très très bonne plume. Il y a Gilles de Bouvry, il y a Geoffrey Clostrio, il y a Émilie Ancio, même si elle écrit moins maintenant, mais il y a des très 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 bons ouvrages en petite maison d'édition, bien sûr. Chez Tornada, il y a Jean-Marc Desnaux notamment. Il y a vraiment de très très bons auteurs, et en auto-édition, et en petite moyenne maison d'édition. Voilà. C'est vrai que les grosses maisons d'édition n'ont peut-être pas encore franchi le pas. Même si Albin Michel a lancé sa collection imaginaire, là, il y a, que je dise pas de bêtises, Pascaline Nolo qui est dedans, qui est une très très grande écrivaine aussi, d'ailleurs. Il y a Christelle Dabos aussi, Il y peut-être, a... non? Il y a Christelle Dabos avec son Pardon? passe-miroir. Christelle Dabos avec son passe-miroir, je crois qu'elle est dans une grosse maison d'édition, elle. Oui, elle aussi, voilà. Il y a Estelle Fay aussi qui est dans des grosses maisons d'édition. Non, l'imaginaire francophone se porte bien. En tout cas, il se porte mieux que ce que l'on veut bien dire. Il se porte mieux depuis quelques années. Et je constate que le fantastique et l'horreur, que ce soit pour adultes, avec tous les auteurs que je viens de citer, ou même en jeunesse, avec notamment Cassandra O'Donnell, qui vient de sortir Les Jumeaux Croche-Mort, qui est un peu plus horrifique que Malenfer, sa série Malenfer. Voilà. Non, ça se porte franchement très très bien. Mais c'est vrai qu'il est de bon ton de dire que tout ce qui est fantastique et horreur, c'est un sous-genre littéraire, que c'est un peu mort. Et il n'y a rien de plus faux, en fait. Il n'y a rien de plus faux. Mais pour ça, il faut sortir un petit peu de ses carcans, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe chez le voisin. Voilà. Alors, là, je vais mettre ma petite robe d'avocat du diable et je vais faire. Mais monsieur Livins, si la littérature de l'imaginaire se porte si bien, comment expliquez-vous qu'en dehors des écrits classiques du Petit Parisien, les seuls livres que l'on trouve dans les têtes de gondole des supermarchés sont des thrillers? Est-ce que vraiment la littérature de l'imaginaire fonctionne si bien si le thriller est... Est-ce que c'est pas plutôt le thriller qui est populaire plus que la littérature de l'imaginaire? Alors le thriller, étant donné que c'est noir, bah, ça reste une partie d'imaginaire. C'est vrai. Maintenant, c'est clair que les deux genres qui se portent le mieux, bah, c'est, enfin, je vais dire les trois, allez, les deux meilleurs, c'est la romance et le thriller. Ça, c'est deux mamelles indissociables. Et si tu as un troisième sein, tu ajoutes la fantasy. Mais ça se porte très bien, mais maintenant, il faut savoir que ben, les gros éditeurs achètent les emplacements. Donc, ça nique un petit peu la visibilité des petits et des moyens. Hmm, Et ils produisent et ils surproduisent leurs bouquins pour remplir les rayonnages, quitte à pilonner comme des cochons après. je vois. Ça reste une question de business, une question de fric. Alors oui, le thriller se porte bien et il y a des sacrés auteurs, les Chatham, les Minier, tout ce que tu veux. Il y a même Sir Cédric, hein, enfin Cédric Cyr maintenant, Ah oui, qui c'est a vrai un qu'il peu a quitté changé. le fantastique. Voilà, il a basculé vers le thriller Il y à a partir du des anciens football. flics comme Norek, je crois aussi. Olivier Norek, c'est un ancien flic qui s'est mis au thriller, je crois aussi. Ouais, Olivier Norek, effectivement, c'est une sacrée plume aussi, voilà. Alors, ce sont tous des auteurs mis en avant, tête de gondole et tout ce que tu veux, n'empêche que derrière, ça pousse, avec deux S, pardon, pas CH, ça pousse vachement au portillon. Mais le problème, c'est le manque de visibilité. Pour donner un petit exemple, c'est ma édition qu'elle était repris par Romain, bon, qui n'a pas fait un super travail, on va bien être d'accord, mais il avait ressorti le Miroir du damné en poche. Il l'avait placé dans les librairies club en Belgique, alors que ben, on n'avait jamais droit, enfin moi en tout cas, j'avais pas droit aux librairies, j'ai pas vu au chapitre depuis de nombreuses années. J'y ai eu droit en 2013 avec le Komodo, puis après le Komodo a fermé. Et en 5 mois, il avait vendu les 300 bouquins qu'il avait placés dans les clubs, alors qu'on n'était pas plus que ça tête de gondole. Donc, je crois qu'il y a bon nombre d'auteurs qui sont derrière, hors thriller. Si tu leur donnes l'occasion d'être visibles en librairie, ça peut être très intéressant. J'ai eu cette conversation avec un libraire qui rageait un petit peu quand il a vu que je sortais ma collection en auto-édition sur Amazon. Il disait ouais, mais Amazon, c'est le mal. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que quand tu es un auteur qui veut te lancer en auto-édition, Amazon, je ne vais pas dire c'est indispensable, mais c'est pas loin de l'être parce que c'est une machine de guerre. C'est carré, c'est efficace, ça donne de la visibilité. Moi, je me souviens quand j'étais à Sema Édition, il y avait des libraires qui disaient oui, oui, on va prendre vos livres, on les met en rayon. Et un an après, ils remballaient la caisse, même pas ouverte à l'éditeur. Donc, voilà, Amazon, c'est le mal, mais si certains libraires sortaient un petit peu et proposaient autre chose que ce qu'on voit, comme tu dis, dans les têtes de gondole des supermarchés, peut-être que le réseau libraire se portera mieux. Alors, il y a des libraires indépendants qui sont excellents et qui font leur taf,
cela ne ferme pas en général, quoi, tout simplement. Je vais pas faire que des potes, mais bon, moi, je m'en fous, hein, mais voilà, Mais d'ailleurs, c'est la vérité. quand tu parlais des idées reçues qu'on pouvait avoir chez les néophytes, tu avais raconté justement cette expérience avec ce recueil d'histoires horrifiques pour enfants. Et tu m'avais expliqué que tu t'étais fait refuser par plusieurs éditeurs parce qu'ils te disaient en gros, mais vous essayez de faire peur aux gamins, mais vous n'avez pas honte. Et en fait, on te fermait la porte en mode, mais ne faites pas ça. Je savais pas que R.L. Stein faisait de la littérature soft, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est quand tu l'avais fait en auto-édition et c'est quand Michael Skounians de CEMA, qu'on salue d'ailleurs, a accepté de l'éditer que le succès a tout de suite est arrivé, que finalement le livre a très bien marché. C'est-à-dire que, en fait, chez les gens, en fait, c'est-à-dire que c'est marrant parce que les romans d'horreur jeunesse, finalement, c'est pas si tabou que ça au final. Pas du tout, bah, il y en a plein. Et, bah, tu as cité les chairs de poule. Ben ouais, voilà, t'as les chairs de poule, tu avais plein de collections. Chez Hachette, tu avais la collection haute tension, en même temps que les chairs de poule dans les années 80-90. Tu avais plein de collections jeunesse comme ça. Les gamins adorent Faire des avoir romans. peur. Ben, c'est le sel. Tous les enfants adorent ça. Pourquoi j'ai plongé vers les films d'horreur et les livres d'horreur quand j'étais enfant? Curiosité Bah, malsaine. tout simplement, c'est l'interdit. L'interdit est séduisant, l'horreur est séduisante, et c'est génial de se faire peur. Ouais, c'est vrai, je me souviens, mais pour ces quatre histoires-là, les quatre premières qui ont composé le premier tome des petites histoires à faire peur, j'ai totalisé environ 300 refus pour quatre 300. histoires. Voilà. Ah ouais, Mais d'accord. bon, j'ai un de mes binômes qui dit que je suis un petit peu comme un chien sur un os. Puis le mec, je lâche jamais rien. De toute façon, je sais que d'une manière ou d'une autre, j'y arriverai à publier ce que je veux comme je le veux. Voilà, et Michael m'a fait confiance. Les deux livres ont été des francs succès. Bah, à la fermeture de ces mois, je les ai réédités en intégrale ailleurs avec deux textes inédits. Et ça m'a ouvert les portes de plein d'écoles, en fait. Et maintenant, j'anime régulièrement des ateliers d'écriture dans les écoles avec des ados. Donc ça va de 11 ans à 13-14 ans pour écrire des histoires d'horreur en leur compagnie. Et il faut voir à quel point ils sont tous ultra enthousiastes, ils débordent d'idées, ils kiffent ça. Ils créent une histoire dans laquelle il y a leur propre nom et tout. Ils décident de tout ce qui va arriver dans l'histoire, même de leur propre sort. Euh, et ils adorent ça. Mais voilà, il faut arrêter un petit peu les conneries de Ah, ça va traumatiser nos enfants. Non. Mais bah, tu as plus de chances de les traumatiser en leur faisant une vision biblique de l'enfer plutôt qu'en leur faisant lire un chair de poule. Hein. C'est Voilà clair. quoi. Et surtout pour avoir déjà vu des chairs de poule quand j'étais gamin, c'est soft, hein. Enfin, c'était surtout la Ah, série que j'avais vue à l'époque. Mais il y a aussi, c'est que tu parlais de la peur de l'interdit, mais c'est comme moi quand j'étais gamin. Je vais confesser un truc, je jouais à la DS sous ma couette avec juste les petits faisceaux de lumière, je jouais comme ça. Et en fait, le truc, c'était la peur. Je jouais, et donc j'avais peur de pas finir le niveau avant d'aller me coucher. J'avais peur aussi que ma daronne me grille en train de jouer. Et lorsque c'est arrivé, oh la peur de ma vie, je me suis fait passer un savon. Alors je savais que c'était interdit, mais je voulais braver quand même cet interdit. Désolé maman, hein, je t'aime beaucoup, mais à l'époque je voulais braver cet interdit. Voilà, quand on est gamin, on est comme ça, c'est vrai. bah, c'est ça. Revenons du coup au sujet principal, la littérature francophone. Est-ce que tu as remarqué, parmi tous les livres que tu as lus d'auteurs francophones divers et variés, est-ce que tu as remarqué des différences selon les pays? Est-ce que tu trouves que dans l'imaginaire belge, il y a un truc qui diffère de l'imaginaire hexagonal, qui diffère de l'imaginaire de la Suisse romande, qui diffère de l'Acadie en général, pas seulement le Québec, mais Nouveau-Brunswick ou autre? Non, moi je trouve qu'on a tous le même, comment dire ça, le même canal en fait. Ah Voilà, on ouais. a tous la même source. Alors maintenant, tu peux avoir des spécificités de région, des spécificités de tics de langage, mais dans les manières d'amener une histoire, en général, c'est toujours, enfin pas toujours la même chose, hein, mais c'est souvent les mêmes mécanismes. Voilà. Je crois qu'on grandit tous de la même manière. De toute façon, maintenant, on est à une époque où on peut se procurer un livre au Canada en 48 heures ou un livre en Suisse en 48 heures. C'est vrai. Il y a Oliver Crook, par exemple, qui est un auteur suisse qui a sorti Entomophobia, qui était présent à Reims, qui est super sympa aussi. J'ai pas encore lu, il va falloir que je m'y plonge. L'entomophobie étant la Mais phobie des insectes, pour rappel. voilà, exactement. Il a fait une intégrale avec deux tomes en un. Ben voilà, non, je crois que franchement, on a tous la même. Je parlais de ça avec Patrick Sénécal, qui lui est québécois, du coup, Ouais, qui était à Reims aussi. Et on a tous les mêmes peurs, les mêmes mécanismes, les mêmes influences, beaucoup d'ailleurs.
voilà, on est tous dans le même moule, enfin dans le même moule. On a tous chacun notre originalité, notre propre voix. Et c'est ça que c'est intéressant justement de mettre des parcelles de soi dans nos écrits parce que ça donne une identité différente, une voix différente, mais on a tous la même source plus ou moins. D'accord, il n'y a pas Du de... moins, je n'ai pas ressenti moi de différence. D'accord. Non, je sais pas, parce que peut-être qu'il y aurait des différences selon les pays, c'est-à-dire la même langue, mais des différences quand même régionales, oui. Je pensais qu'il y aurait ça. Bah, forcément, dans la manière, ça dépend où tu implantes tes histoires, hein. C'est sûr que l'écrivain suisse qui va implanter son roman dans sa région va pas parler de la même chose que style moi qui balance mon cinéma hanté à Waterloo. Mais globalement, les mécanismes restent les mêmes. D'accord, je vois. Alors, Patrick Sénécal, on tient à rappeler, c'est celui notamment qui a écrit les 7 lois du talion qui a été adapté au cinéma au Québec. Ah, Flo, ou ouais. Alice, il a écrit plein de bouquins. Alors, il y a Emmett Semper qui me fait santé, ouais, parce que je suis en train de boire du jus d'ananas en même temps que je réalise la radio, donc voilà. Buvez du jus d'ananas, c'est plein de fibres et c'est super bon. Donc voilà. Ok, 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 ok. Et est-ce que tu as remarqué des auteurs francophones, pas seulement hexagonaux, mais dans les autres dans les autres contrées de la francophonie, des auteurs qui, au niveau de leur style, au niveau de leur récit, au niveau de tout, n'ont rien à envier à des auteurs anglo-saxons ou internationaux qui sont pourtant vus comme des maîtres en la matière. Est-ce que tu as découvert des auteurs en francophonie plus ou moins confidentiels qui, honnêtement, n'ont rien à envier à J.K. Rowling et autres auteurs de Witcher, quoi. Bien sûr. Ben, je vais revenir je vais rester dans le domaine de l'horreur, du coup. Je vais revenir à Violaine de Charnage, qui est très, très violente dans ses récits, mais jamais gratuitement. Elle a absolument rien à envier à un Masterton, selon moi. Elle a rien à envier à un Masterton. Elle a vraiment C'est quoi le nom? cette personnalité. Pardon? Tu peux m'appeler le nom que je puisse le noter dans le chat pour ceux qui veulent. Alors, Violaine, tu veux que je te le note? Vas-y, s'il te plaît. Comme ça, je copie-colle. Attends, j'ai mieux. Laisse-moi 30 secondes, je vais chercher son livre. Ne bouge pas. Ah, ok. Bon, j'espère que pour l'instant, vous passez un bon moment. Je suis vraiment très content de faire cette émission, hein. Je pense que ça se voit un petit peu, mais. Ah, zo, je suis de retour. Ouais, Woulou, woulou. c'était très rapide. Voilà, Violaine de Charnage. Ça, c'est son dernier roman, Les entrailles de l'horreur. Hmm. Évidemment, c'est à l'envers, hein. Ouais. Violaine de Charnage. Ouais, non, mais en fait, c'est à l'envers de ton côté, mais c'est à l'endroit chez nous. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier bouquin. J'ai rencontré Violaine pour la première fois à Reims il y a 2 semaines. On discute depuis longtemps par Insta et par Facebook. On a le même univers, plus ou moins, elle est plus trash que moi. Mais elle a une sacrée plume et effectivement, elle a rien à envier À creuser pour pour une moi. collaboration entre vous deux? Un quatre mains entre vous deux? Alors, euh, on a deux manières de fonctionner totalement différentes, donc je crois pas que ce sera Ah compatible. merde. Mais Ah, euh, je ne peux pas dire avec qui ni comment. Mais l'année prochaine, dans un même ouvrage, seront réunis 4 auteurs, dont Violaine et moi, et un auteur américain dont je ne peux pas dire le nom. ça Et je ne peux pas tease. dire où. Ça tease. T'es Ça dit. généreux là. Tu es très généreux là durant ce live, Fred. Septembre l'année prochaine. Voilà. C'est noté. Bon bah voilà, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc Donc, c'est la preuve. Voilà, c'est la preuve qu'on nous met avec une pointure, parce que c'est une pointure américaine de l'horreur. Quand on nous met avec une pointure comme ça prouve qu'en francophonie, moi je suis un vieux routard, ça fait 27 ans que j'écris. Violaine, elle a commencé il y a quoi? 4 ans peut-être? 3 ans? Il n'y a pas longtemps en tout cas qu'elle a commencé. Euh, et ça prouve qu'il y a du level, voilà, chez Violaine, oula, j'allais dire le nom, chez le quatrième auteur et chez moi. Voilà, il y a du niveau, on va dire, il y a de la qualité qui est là. Et il y a des éditeurs, petits ou moyens, qui osent prendre des risques, justement, avec leurs moyens, mais tout leur cœur et toute leur passion, toute leur énergie. Et ben, ça fait super plaisir, en fait. et est-ce que tu penses que Patrick Sénécal, c'est justement un de ces auteurs qui peuvent ne rien avoir à envier
à des artistes, à des auteurs internationaux, vu qu'il a été adapté au cinéma, est-ce que ce serait pas un signe, surtout que l'adaptation avait été très bien reçue par les cinéphiles à l'époque, est-ce que c'est pas un signe qu'il pourrait marquer la postérité, cet auteur-là? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moi, j'ai lu que trois bouquins, Alice, Flo, et je sais plus le nom du troisième. Bon, je vais pas aller fouiller dans ma bibliothèque non plus, parce que ça remonte, mais c'est une sacrée plume. Et bien sûr, il a absolument rien à envier. C'est vrai qu'il n'est pas très très connu dans nos régions, on va dire ça comme Mm. ça, sauf par les aficionados de l'horreur et du fantastique. Alors qu'il le mériterait largement, parce que oui, non, sa plume n'a absolument rien à envier à un Maxime Chatham, n'a rien à envier à n'importe quel autre auteur pardon, au singulier. Voilà, il a un niveau phénoménal et il mériterait largement de passer la postérité. D'accord, d'accord. Tu as d'autres exemples qui te viennent en tête? Comme ça, un auteur hyper talentueux. Ouais. Oh ben, alors, j'ai recité, hein, il y a Arnaud. Arnaud Codeville, il a fait du fantastique, il a fait du paranormal, il a fait du post-apo, ici il vient de faire de nouvelles. Il maîtrise de mieux en mieux son sujet, parce que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui sont très bons. Il y a J.B. Leblanc, que j'admirais énormément, que ce soit tant dans le fantastique que dans le thriller. Il y a Pourquoi tu le dis à l'imparfait? Pierre. Il y a Pierre Brûlé. Pierre Brûlé, c'est un couteau suisse, lui. Ouais, je sais, il Je dis nous en avait toujours, parlé. Il avait dit que ça le saoulait voilà, qu'on le catégorise comme auteur gothique depuis L'Enfant du cimetière, oh, parce que il faisait de tout. c'est un couteau suisse. Il sait tout écrire. Et bah, par contre, quand t'as Il parlé de sait tout JB écrire. Leblanc, tu as dit à l'imparfait, c'est de maladresse ou Non, il a décidé d'arrêter l'écriture. Ah Donc, d'accord. Ok. voilà. Ce qui est une grosse perte, justement, ce qui est une grosse perte parce que c'est un putain d'auteur. Voilà. Et en plus, j'ai travaillé avec lui sur Le Miroir du Damné. C'est une très belle personne humainement. C'est un super chouette gars, droit, loyal, hyper talentueux, qui a été un peu dégoûté par ce milieu. Voilà. Parce que c'est un milieu qui est très dur. Hein. C'est Il loin était chez d'être. Sema, je crois, en plus. Hein. À mon avis, il y Il avait un était peu. chez Sema avec moi pour Le Miroir du Damné, il était chez Fleurs Sauvages, il était voilà. Euh, pour moi c'est une grosse perte. Voilà, maintenant je respecte sa décision. Et puis, Je ces la bouquins vont comprends rester. Ils tout à sont fait. encore sur les étagères des lecteurs. Mieux vaut Ils tirer des seront fois sur sa les révérence étagères en des lecteurs, beauté. mais ils seront plus commercialisés. Ah merde. Dommage. Voilà. Ce qui est dommage, mais c'est vrai que c'est un milieu très 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 dur. Moi parfois j'ai des jeunes aspirants qui viennent me voir. Moi j'accueille en général avec bienveillance, mais une fois qu'ils sont édités, ils sont tout heureux et je leur dis attention, bienvenue dans la cage. Parce que Parce que voilà, en général, allez, il y a beaucoup de bienveillance quand même, mais tu peux toujours tomber sur l'un ou l'autre sombre connard qui va pas hésiter à aller te balancer une étoile sur Amazon ou aller te sourire devant et puis essayer de te planter un petit couteau dans le dos. Bah, en général, ceux-là, ils durent pas. Hein. C'est ce que j'appelle les étoiles filantes. Tu les vois 2, 3 ans péter avec plein d'ego. Et puis après, bah, t'en entends plus parler parce que voilà, ils sont dégoûtés, frustrés que personne n'ait reconnu leur génie. Et puis on tire la chasse et on passe à quelqu'un d'autre, quoi. C'est tout. Non, mais parce que. Si vous vous reconnaissez, Non, non, c'est pas ça. C'est que je pense savoir de qui tu parles. Parce qu'on a pas forcément. On a connu des auteurs à Virtual Livre. On en a connu plein ah, qui. non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, non. Je Ah, pensais d'accord. à Ouais, d'autres encore. ok. On ne dira pas de nom, Non, mais non. on sait de quoi on parle. Voilà. Ok, ok, ok. Et est-ce que est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a des auteurs des gens de l'étranger qui ont été influencés par certains de ces noms contemporains en francophonie? Je ne crois pas. Pas à ma connaissance. Ah, d'accord. Parce que là, comment dire ça? À partir du moment où tu es sur des petites structures, tu restes quand même cantonné à un rayon assez limité en francophonie. Voilà. Même si tu es commandable partout, dans toutes les librairies et tout, faut bien se dire que les commandes en librairie, ça reste un peu l'exception Hmm. pour des auteurs comme nous. Donc, nous, notre meilleure visibilité, c'est les réseaux sociaux et les salons. Voilà. Euh, Moi, je dis toujours en salon, on me dit toujours, ah ben, hey, en salon, mon cochon, qu'est-ce que tu vends? Oui, en librairie, tu vas mettre en librairie, je passe une journée et je vais peut-être pas vendre 3 bouquins. Je suis un très très mauvais vendeur en librairie. En salon, je suis dans mon élément, je m'amuse, et puis voilà quoi. Mais je suis là pour T'es m'éclater. plus Et dans le je crois rapport que humain que dans le commerce, en quelque sorte. ben, totalement, totalement. Même quand des lecteurs viennent et sont attirés par la couverture d'un de mes romans,
parce que j'ai la chance de travailler avec des personnes très talentueuses, quand je leur pose des questions de qu'est-ce que vous aimez, et souvent j'ai celui-là, ouais, vous aimez la couverture, mais vous risquez fort de ne pas apprécier le roman. D'après ce que vous me dites, vous devriez plutôt prendre celui-là. Voilà, je suis pas un vendeur de salade, je suis là pour offrir aux gens un roman, enfin offrir, contre monnaie sonnante et trébuchante, pour donner aux gens, en tout cas, le roman que je suis le plus sûr qui va leur plaire. Voilà. Je Hmm. suis pas là pour vendre un bouquin à tout prix, je suis là pour vendre un bouquin qui va leur plaire. Je vois. Ouais, ouais, c'est-à-dire vraiment un truc qui pourrait s'adapter à leur personnalité, quoi. Ou à Voilà, leur goût. d'après ce qu'ils me disent. D'accord. Ouais. Ok, 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 ok. N'hésitez pas à vous poser vos questions d'ailleurs. Oh, profitez-en. D'accord, donc. Attends 2 secondes, je vérifie juste un truc. Ah, bon sang. Oui, je voulais en profiter du coup pour te poser une question parce qu'à un moment donné, il va falloir aborder cette petite parenthèse. Parce que, on va pas se mentir, t'es un fan de cinéma de genre. Sur Facebook, tu partages régulièrement tes acquisitions en DVD ou autre support. Bon, je t'avoue que je suis content de voir un autre matérialiste que moi. Bon, j'ai eu un débat avec des personnes de mon entourage qui sont très cinéphiles à ce sujet. Je voudrais avoir ton avis dessus. Est-ce que tu penses que penses-tu de l'état du cinéma de genre français? Ou francophone? Est-ce que tu penses qu'il se porte aussi bien que la littérature ou pas vraiment? Je dirais pas vraiment, Ah. mais je dirais la faute un petit peu à cette mentalité, là je vais pas faire que des potes, hein, mais à cette mentalité, comment je vais dire ça? Si j'utilise le terme bassement franchouillard, je vais me faire taper la gueule, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser. Euh, Stupide, en fait, de critiquer dès le départ sans même avoir vu parce que ça vient de chez soi. On a un complexe, en fait, que ce soit en Belgique ou en France ou un peu partout, en se disant, ah, ça vient de chez nous, ça sera forcément. Je suis désolé, moi, les plus grosses chiottes que j'ai vues dans ma vie, elles venaient des States, hein, voilà. Mais je prends je sais pas, les Conjuring, le 1 était bien, le 2 était passable, à partir enfin le 3, voilà, ça vaut même pas un papier Lotus. Mais la nonne, j'en parlerai même pas, voilà, les reboots à la con, ça n'a aucune valeur, euh, mais ça attire les foules, voilà, parce que c'est bien teasé, c'est bien vendu. Le dernier que j'ai vu américain, enfin un des derniers anglophone, c'était Le Croque-Mitaine, voilà. On part d'une nouvelle de Stephen King qui est absolument géniale, qui est un pur chef-d'œuvre, et on arrive à faire un film qui est une sombre bouse. Euh, voilà, Mais il quoi. paraît que Puis c'est ouais, on va difficilement sur... adaptable, les Stephen King, hein. Même le récent, ça, là, il paraît qu'il est un peu le cul entre deux chaises. La première partie, j'ai bien aimé. La deuxième partie, moins. Ouais. Mais la première partie, j'ai bien aimé. Mais Stephen King, ouais, il peut être difficilement adaptable. Mais je veux dire, dans le Croque-Mitaine, ils n'ont même pas fait l'effort. Ah. Et ils n'ont même pas fait l'effort. Ils t'ont pris le pitch de base et ils t'ont balancé un monstre carton-pâte à la con. Non, c'est vraiment c'est une sombre bouse, quoi. Celui qui a peur avec ça, bah ouais, bon, ben voilà, tant mieux pour vous, hein, mais sérieux, non. Je veux dire, il y a trop la recherche de la facilité. Voilà. Mais il y a un complexe en France, dans les pays francophones, à se dire, ah, ça vient, oh ouais, c'est français, hein. Voilà. Je trouve ça très con. Hmm. Moi, il y a des films français que j'adore. Hier, je te parlais de Saint-Ange, qui est un film que je trouve absolument génial, qui a été hyper mal reçu. Livide, qui est un film génial aussi, mais qui n'a pas été bien reçu. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, faut avoir les couilles de se montrer, j'ai envie de dire. C'est ça. Et il faut avoir la fierté, justement, de ce qui se fait sur notre scène, que ce soit française ou belge, hein. Alors, tout n'est pas parfait, bien sûr. Il y a une énorme différence de moyens, évidemment. Il n'y a pas une différence de talent, il y a une différence de moyens. Les talents sont là, mais ce n'est pas forcément les plus talentueux qui ont voix au chapitre. Il faut bien voir que c'est souvent les producteurs qui décident de ce qu'on peut, de ce qu'on veut, de ce qu'on doit. Ça, c'est une expérience personnelle avec The Friend. Euh, voilà, c'est le pognon qui tient les rênes. Et le pognon, c'est quoi? Ben, plaire au plus grand public. Donc, si tu plais au plus grand public, ben, tu dois t'orienter vers quoi? La comédie, le thriller, voilà. Euh, le fantastique francophone n'est pas mort en cinéma. Loin de là, il y a encore énormément de talent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voix au chapitre.
Ou alors ils sont diffusés dans des petits cinémas, genre par exemple le Diagonal à Montpellier, pour ceux qui connaissent. Des petits Ouais, cinémas voilà, d'arrêt essai. voilà, Ils des sont diffusions faiblement distribués, confidentielles. et puis voilà quoi. Et c'est très très dommage justement que le cinéma francophone ne se donne pas les moyens, que les salles de cinéma ne se donnent pas les moyens de diffuser justement ces réalisateurs-là. Alors je le comprends, hein, le chiffre il est là, surtout qu'on est à l'ère post-Covid. Il y a encore les séquelles financières pour ces grandes chaînes de cinéma et ces structures, ou même pour les petits cinémas. Mais justement, je trouve que c'est peut-être une carte à jouer pour valoriser la différence justement et revaloriser un petit peu l'industrie française. Ouais. Il y a John qui a fait une réflexion intéressante parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de horreur et de fantastique. Et pour ce qui est de la fantasy et de la science-fiction, comment se porte la littérature francophone? Alors, là, je ne vais pas donner d'avis parce que je me suis arrêté à la science-fiction après la collection Anticipation Fleuve Noir. Ah, Donc, je serais incapable de te dire ce qui se fait en science-fiction maintenant. Alors, je peux te dire deux auteurs, trois, pardon, euh, trois mecs et une femme dont je vais parler, voilà, qui sont que j'ai lu, dont j'ai lu au moins un ouvrage. Il y a Saucis Jones. Il y a J.C. Gabdi, il y a Jean-Marc DeVos, ça c'est les trois mecs. Et je reviens plus sur son nom. Ah, punaise, alors ça c'est horrible. Elle va me tuer, elle va me tuer, mais ça va me revenir, c'est pas grave. Euh, je vais aller dormir. Mais qui sont hyper talentueux. Donc il y a encore un... Luce Baster, Luce Baster, voilà, ça m'est revenu. Il y a encore des auteurs de science-fiction de qualité, bien sûr, mais je ne lis pas assez et je ne m'intéresse pas assez au paysage science-fiction actuel pour savoir dans quel état il se trouve. Je crois que c'est peut-être aussi, voire plus confidentiel que la littérature fantastique. Donc c'est dire, hein, on est dans la niche d'une niche. Mais quoique Luce a été réédité au livre de poche. Je dis pas de bêtises. Livre de poche d'ailleurs qui a dit qu'il ne ferait pas la promotion de son dernier roman pour ceux qui ont un peu suivi sur Facebook. Alors je trouve ça vraiment hyper démoralisant parce que tu es une auteure talentueuse, tu es signé au livre de poche, puis le livre de poche il dit ouais bon bah écoute, on va peut-être pas faire la promotion là, on va faire la promotion d'un autre. Franchement, je trouve ça d'une débilité, et d'un manque de respect phénoménal. Mais voilà, je crois que la science-fiction, il y en a toujours de qualité, mais je serais incapable de te dire la place avec exactitude qu'elle occupe actuellement. mm. Et la fantasy, même chose. Euh, Moi, la fantasy, je me suis arrêté à tout ce qui était Tolkien, Howard, voilà. Donc, je ne lis pas de fantasy actuelle. D'accord. Alors il y a Emmett Semper qui dit qui a vu le film Déméter au cinéma. Ah bah alors, j'en ai vu beaucoup qui le démolissaient, et moi j'ai aimé. D'accord. J'ai aimé l'ambiance, en fait. Alors, l'histoire est pas originale pour deux balles, hein, on est bien d'accord. Mais l'ambiance et l'esthétique du film, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Alors là, il y a après John Voss qui dit également le cinéma nous a sorti Le règne animal, un film fantastique. Je ne sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu en as pensé si c'est le cas? Celui-là, je l'ai pas encore vu. Non. Du coup, donc là, la littérature francophone se porte bien. Comment tu visualises l'avenir de la littérature de l'imaginaire dans les prochaines années qui vont venir? C'est justement ça qui est très très difficile un petit peu parce qu'à un moment donné, on peut se dire, ah, peut-être que les maisons d'édition vont bouger, vont se rendre compte. C'est quand même assez paradoxal parce que quand tu remontes dans les années 60-70, tu vois la collection Anticipation Fleuve Noir, qui est une collection mythique, ou la collection Angoisse, ou la collection Récits étranges et fantastiques, enfin bref, toutes les collections Fleuve Noir de l'époque te sortaient des Français, Hmm. des auteurs francophones. Tu avais des énormes noms. Bruce c'est là qu'il a fait ses premières armes. Tu avais des Maurice Libat, tu avais des Don d'Astier, tu avais des Richard Bessières. Enfin bref, voilà. Chez J'ai lu, tu avais Philippe Curval, tout ça. Donc tu avais des putains de noms de la science-fiction francophone. Mais alors, Fleuve Nord, c'était essentiellement francophone. Et J'ai lu mélanger les francophones, donc comme Curval et tout ça, avec des anglophones comme Cadic. T'as vraiment on a vraiment basculé dans un autre côté. On est passé de tout à rien. C'est ça qui est vraiment effrayant. En fait, maintenant, et on revient un petit peu sur ce complexe que les grosses maisons entretiennent, avec toutes leurs traductions et tout. Et ouais, je le répète, il y a encore énormément d'auteurs francophones. J'avais dit sur une autre chaîne que chez certains gros éditeurs,
il y avait des bouquins que c'était même pas la peine d'imprimer, et ça valait pas la peine d'abîmer des arbres pour ça. Ben, je maintiens ma position. Je sais que je me suis fait un peu lyncher en privé. J'ai eu trois gugus qui sont venus me chercher des poux. Ils ont pas trouvé des poux, ils ont trouvé des bœufs en fait. Mais, mais voilà, non, mais je maintiens ma position. En fait, les gros éditeurs signent ceux qui. Ils font des rapports de productivité. Tiens, tel titre, à combien on pourrait le tirer, combien on pourrait le vendre. Voilà. Je veux dire, la démarche artistique, elle n'existe plus. Beaucoup, en tout cas. Il y a encore des éditeurs sérieux, mais dans les gros groupes, c'est essentiellement le chiffre qui prime, hein, on va pas se leurrer. Je crois quand même que l'auto-édition, comme elle est maintenant, révolutionne un petit peu ce paysage. Et le fait que des salons spécialisés se créent, là par exemple, il y a eu le Frisson Festival, c'était la première édition, il y a eu un monde de fous. On a parlé avec plein de gens passionnés, curieux, qui étaient là pour acheter, pour découvrir, et ça faisait du bien, parce que moi je suis habitué de faire des salons un peu plus généralistes, on va dire. Et moi, avec mes bouquins d'horreur placés à côté d'une dame qui fait un remake de Oui Oui à la plage et de la nôtre qui fait une romance, parfois ça fait un peu bizarre, quoi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les gens, en général, dans les salons, sont curieux. Et voilà, ça m'est arrivé dans un salon d'être catégorisé, enfin pas catégorisé, mais placé du côté romance avec mes livres, romance thriller, et moi avec mes bouquins. Ben, ça a super bien marché parce qu'il y a cette curiosité chez les lecteurs qui se déplacent en salon, souvent. Maintenant, c'est vrai que tu as toujours bien des personnes qui passent devant mon salon qui font Oh mon Dieu, c'est quoi ces couvertures? Et puis qui accélèrent un peu le pas. Ce qui n'arrivait pas au Frisson Festival parce que là, c'était tous des fans du même genre. Et ce genre d'événement, c'était le premier, franchement, spécialisé horreur qui s'est créé. Et je crois que ça va en appeler d'autres. Et je crois justement que c'est grâce à la passion de ces personnes, de ces organisateurs qui passent des mois à tout planifier pour eux, pour nous, pour le genre qui les passionne, que ça va faire un peu bouger les choses. Ouais. Peut-être que l'horreur va revenir un peu à sa place en littérature, parce que c'est un genre qui n'est jamais mort. Du côté anglo-saxon, il est toujours bien vivant. Au cinéma, il est toujours bien vivant. Chez nous, en francophonie, bah oui, c'est la romance et le thriller qui ont pris le pas, mais je crois qu'on peut arriver à un équilibre. D'ailleurs, tu parles de l'horreur en Amérique du Nord, mais il y a également l'horreur, enfin l'horreur en Amérique du Nord, mais il y a également l'horreur asiatique qui se base beaucoup sur l'appui d'une ambiance qu'ils héritent du théâtre No notamment. Et il y a ce maintien de l'ambiance horrifique qui fait que peut-être que la littérature asiatique propose aussi beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression vraiment que c'est dans la vieille Europe qu'on a un peu du mal par rapport à ça. Totalement. Non, mais je constate ça aussi, ce clivage au terme musical. J'ai envie de dire, tu vas dans les pays du Nord, donc tu vas Finlande, Norvège, Danemark, tout ça, ou tu vas du côté sud, tu vas en Espagne, en Italie et tout ça, le métal est fort présent. Grave. Et aux Grave. Pays-Bas, aux Tu vas Pays-Bas, au en Allemagne sens. également, voilà quoi. Voilà. Tu viens France, Belgique. Ben, je vais dire, si tu fais pas yo-yo toutes les 3 secondes et que t'as pas autotune pour faire semblant de savoir chanter sur 3-4 rythmes complètement nuls à chier, ou, ben alors, voilà. ou, Ben, alors ou alors les quelques groupes de métal un peu ambitieux en France, bah ils chantent en anglais. Parce que Gojira. Donc voilà, donc... voilà, entre autres. Entre autres, ouais. Mais ça aussi, c'était assez paradoxal parce que dans les années 80 jusqu'au début 90, la scène métal française, il y avait plein de groupes. Il y avait Warning, il y avait Satan Jokers, il y avait H-Bomb, ADX, Killers, ça, je vais pas tous les tu citer. sais, Euh, tu sais qu'il y a Sortilège qui fait son comeback là. Ils ont sorti un nouvel ouais, album. ouais. Il y a eu un très bon album, il y a Excellent toujours d'ailleurs. ouais, Zoé, il y a toujours une sacrée voix. Voilà, mais c'est bien. Mais tu vois, il y a une forme de revival qui se fait de toute cette scène. Et il faut pas se leurrer, quand on est en salon, on discute souvent entre nous et on voit qu'on a tous les mêmes influences, que ce soit musicales, film, enfin, cinématographique ou en littérature. Et C'est un je peu suis de la vraiment culture content de. geek. C'est un peu de la culture geek maintenant, la littérature. Ouais, ça a été étiqueté un peu comme ça, quoi. Mais bon, tu sais, moi, quand j'avais 25-30 ans, donc il y a 30 à 25 ans. Je continuais à lire mes petites BD de super-héros, moi. Hein. T'avais des collègues ou des potes qui disaient, bah, enfin, à ton âge, tu lis encore des petits Mickey. Et ce sont les mêmes gens qui me disaient que je lisais encore des petits Mickey, qui maintenant se font les intégrales Marvel en librairie ou sont fans de Big Bang Theory.
Bah, Voilà. c'est comme moi, Moi, je c'est suis. comme moi, j'avais des cassettes audio, j'achetais des cassettes audio, c'était il y a 10 ans. Tout le monde se foutait ma gueule en mode tu vas pas non plus faire du feu avec un silex. J'ai dit je t'emmerde. Et aujourd'hui, la cassette audio revient. Et je suis là en mode et vous vous foutiez de ma gueule. Ben, attends, je vais te prendre un exemple tout con. J'étais faire les courses avec ma femme à Colruyt, donc chaîne de magasins belge. Hein. Il y avait 5-6 vinyles. Les vinyles, tu avais le dernier Metallica, bon, hein, voilà, mais tu avais le dernier Metallica, Ouais. tu avais Queen, tu avais Pearl Jam, et tu avais Rammstein, et le cinquième, je sais plus ce que c'était. C'était des vinyles avec les CD au-dessus, et c'était du hard ou du rock. Oui, Donc bien sûr. voilà, tu Puis es dans parce un qu'il y a aussi magasin cette alimentaire, nostalgie et des années 80 grâce à des séries comme Stranger Things. totalement. Le hard et le heavy des années 80 revient en force, c'est devenu à la mode. Le nombre de jeunes qui ont découvert Master of Puppets de Metallica avec Stranger Things, mais c'est un truc de dingue. Exactement. Mais là, c'est une très très bonne chose. Kate Bush est revenue à l'avant-scène aussi grâce à cette série-là. Bah, évidemment, elle, c'est pas du hard, c'est pas du rock. Enfin, si, c'est du rock, mais c'est pas du hard, ni du métal. Mais c'est vraiment bien cette vague de nostalgie, entre guillemets, parce que ça fait un peu découvrir quelque chose que toute l'industrie a mis à l'arrière-plan pour placer des artistes qui sont plus des produits. Euh, voilà, c'est tout. C'est vrai que j'ai une position assez tranchée sur le sujet. Mais moi, je suis désolé, tu mets un maître Gims, tu mets. Enfin, voilà. En dehors d'avoir des paroles complètement à chier et une musique complètement nulle. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de. Alors, je peux avoir du respect pour la scène rap, comme aussi des groupes. Bah, alors, je vais remonter dans le temps, comme Cypress Hill, comme Ignorance, comme les Beastie Boys, et tout ce que tu veux, Run DMC. Autant les groupes qu'on entend à la radio, moi quand j'ai une collègue qui met la radio, je suis à deux doigts de m'enfoncer des pics dans les oreilles pour saigner, Il quoi. y a des mecs talentueux qui sortent, hein, genre Lil Nas X, ce mec qui est talentueux. Hein. Honnêtement, c'est celui qui a Attends, fait. parce que voilà, j'ai eu une voix robotique à un moment donné, je t'ai plus entendu. Ouais, je disais, il y a des talents, des mecs qui sont issus de cette scène, comme Lil Nas X par exemple. Ils sont surprenants. Il y a Oui, encore des mecs ouais, qui sortent de l'ordinaire. oui, mais c'est pas les plus médiatisés. C'est ça le problème en fait. Mm. Ah, Old Town Road avait quand même pas mal marqué les radios à l'époque. Hein. Bon, Ouais, surtout parce qu'il avait réussi à collaborer avec Billy Ray Cyrus. Ça doit jouer. c'est ça. Mais c'est pas la majorité, encore une fois. Mm. Et je sais que tu vois la scène musicale, moi je vois ma femme, elle est avec son groupe, et des groupes qui ont du talent, mais putain, il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet. Autant que d'auteurs qui ont du talent. Tu sais, moi je suis fan de Euh, néo-metal. À l'époque, tout le monde crachait dessus. Et là, les mecs sont en train de dire ah, mais en fait, Limp Bizkit, c'était pas si mal. Non, sans déconner, les mecs. Voilà quoi. on avait parlé néo-metal il y a quelques années sur Virtuali, je me souviens. Mais je suis un fan de Euh, Néo juste devant l'éternel. Hein. Bah, j'ai parlé de ouais, mais néo-metal d'ailleurs chez à la Taverne de Lug. Pour ceux que ça intéresse, j'enverrai le lien de l'émission. C'était vachement intéressant. Donc voilà. non, mais il y a des très bons groupes de néo, évidemment. Bah, tu m'avais fait toute une liste à une époque et tout, il y en avait que je connaissais, il y en avait que je connaissais pas. Ouais. Et voilà, moi, chez quelqu'un, j'adore découvrir. Voilà. Mais c'est vrai que moi, mes enfants, ils sont dans la voiture. La playlist que mes enfants ont faite, donc les chansons qu'ils aiment bien, bah, dedans, tu as du Dynasty, tu as du Biden, tu as du Tagada Jones, donc tu as du punk, t'as un peu de tout. Mm. T'as un peu de tout, mais c'est toujours fort rock. En dehors de ça, ils peuvent te mettre I'm Good, ils peuvent te mettre du David Guetta, bien sûr, mais à 95%, les composés de rock, de toutes les époques. C'est Mm. ça qui est assez amusant aussi. Des années 80, des années 90, des années 2000, il peut y avoir un ou deux morceaux de trash. Il y a Danko Jones D'ailleurs, ici que mon je fils a porte en ce moment découvert. un pull Tool, pour ceux qui savent. Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, il peut y avoir du bon dans tous les courants musicaux. Le problème qui se passe actuellement, c'est qu'on ne médiatise qu'un seul courant et on te le matraque, on te le matraque, on te le matraque. Et c'est dommage, dans les années 80, c'est peut-être ça aussi les raisons de cette nostalgie. Les années 70-80 étaient un peu plus open. Tu avais tous les genres qui passaient. Mm. Moi, je me rappelle, tu avais à la télé des émissions style Swing Rock, où tu avais Ray Cooks sur la RTBF, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la RTBF. Ah ben, c'est de mélanger des groupes de rock, des groupes de new wave, des groupes de variété. Voilà, il y avait pas de frontières en fait. Il y avait de tout pour tout le monde. Mais ces dernières années, ouais, c'est devenu un seul genre qui prédomine, qui écrase tout, et les autres n'ont quasiment plus voix au chapitre, quoi. Ou Bon, alors sur de très rares stations. il y avait beaucoup de gens, bah, si je peux parler en France, il y avait beaucoup qui critiquaient le bilan culturel de Mitterrand et j'avais envie de leur dire, mais honnêtement, avant ça, on avait les Mariti Gilbert Carpentier et dès les années 80, on a vu des groupes de rock popé, on a vu des groupes de métal popé, on a vu plein de trucs différents popé en fait. La musique française n'a jamais été aussi variée à cette époque-là.
Mais là, du coup, on a fait un gros hors-sujet sur la musique. Je voulais te conclure. J'aimerais juste te poser une petite question. Parce qu'en fait, il y a une idée reçue qui circule beaucoup sur ce qu'on appelle les boomers, je suis désolé, il faut dire un nom. C'est qu'en fait, la jeune génération s'intéresse très peu à la littérature. À part les mangas, ils lisent pas grand-chose, les jeunes. Alors, les jeunes, ils s'intéressent à rien. Et pourtant, de ce que j'entends de gens qui ont fait des salons du livre, c'est souvent la tranche d'âge de 15 à 35 ans qui sont les plus curieux et qui repartent avec des sacs pleins de livres. Et au contraire, c'est les générations 68 ardes qui disent bah désolé je lis que du polar et qui se barrent en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les jeunes on peut avoir beaucoup de surprises vis-à-vis des jeunes en salon du livre? Alors, moi, la majorité de mes lecteurs ont entre 15 et 40 ans. Ouais. C'est vrai que tu as des lecteurs plus âgés, mais c'est vrai que c'est dans ces lecteurs-là, donc dans les plus âgés, que tu trouves les plus sectaires. Voilà. Où effectivement, c'est ah oui, non, mais moi, je lis pas ça. Hein. Moi, je lis pas ça. Tu lâches le mot fantastique, tu leur aurais craché au visage, ça n'aurait pas eu un effet pire, en fait. Donc les jeunes Voilà, qui mais sinon, s'intéressent pas, c'est conneries. c'est des conneries, ouais, D'accord. totalement. Moi, je fais beaucoup de classes, donc avec des ados. Alors, c'est vrai qu'ils lisent pas forcément de romans. Hmm. Euh, les gros pavés peuvent les emmerder. Par contre, le format nouvelle les intéresse énormément. C'est ça qui est assez amusant. Moi, je suis un écrivain de nouvelles principalement, même si je fais autant de romans. Je fais quand même beaucoup plus de nouvelles. Le format nouvelle est très intéressant pour eux parce que c'est peu de pages à lire et si l'histoire les embarque, eh bien, ils vont les enchaîner. Et ça, c'est un truc que je constate. Donc les Euh, parents, si vous voulez faire lire à leurs gamins, achetez-leur des recueils de nouvelles. achetez-leur des... Bah déjà, achetez-leur des bouquins, j'ai envie de dire, Hmm. parce que euh, comment je vais dire ça? Il faut pas stigmatiser. Moi, j'ai mon fils, Léo, il ne lit bah, que Naruto. Voilà, c'est vrai. Après, c'est un bon Mais au manga moins, il lit. Naruto, mais si c'est que ça, oui. C'est un bon manga. Et au moins, il lit. Au moins, il lit. Moi, j'ai eu des phases où je lisais aucun roman, je lisais que des BD. Hmm. Et c'était, ah, mais mon Dieu, mais il ne lit que des bandes dessinées. Et ouais, mais c'est de la littérature aussi, qui peut mener à d'autres choses. Voilà, tout simplement. Tout est interconnecté, que ce soit les BD, les mangas, la lecture sur écran. Hein, tu as des trucs interactifs aussi via application. Tout peut mener à la lecture. Moi, je dis toujours, tout le monde aime lire. Il faut juste trouver le bon point de départ, le bon Exactement. livre pour démarrer. Euh, mais c'est vrai que non, les jeunes en salon sont très intéressés, sont très curieux. Mon public, enfin mon lectorat est assez jeune. En fait, enfin, il est étendu, mais il y a une grosse proportion de jeunes qui s'intéressent à mes ouvrages. Donc, que les jeunes ne lisent plus, non, ça c'est un propos de vieux con, j'ai envie de dire. Je suis un vieux con, mais c'est un propos de vieux con. Ils lisent différemment. Voilà. C'est clair que tu vas pas les mettre au coin du feu avec une brique de 600 pages pour certains Tu vas d'entre eux. pas leur Non, mettre un Umberto Eco dans les mains, quoi. Ça, c'est. Voilà. ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Encore une fois, faut pas faire de généralité. Mais le format nouvelle, par exemple, pour moi, est le plus intéressant. Donc c'est vrai que souvent, quand c'est des jeunes lecteurs, c'est souvent des recueils de nouvelles qui partent parce qu'il y a ce format court. Ils disent ah ouais, quand même, ah mais ça va, c'est beaucoup d'histoires, c'est peu de pages. Et après, ils reviennent et ils prennent un roman. Parce que ah oui, j'ai adoré, donc je vais prendre ce tel roman. Donc voilà, je crois que c'est un faux débat. Enfin, on est à une époque où on aime bien faire des débats sur tout et rien, hein, ça meuble le temps, on va dire. Puis ça donne l'impression d'exister derrière un écran. Mais, mais voilà, quoi. Ouais, non, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. C'est une peur, tu sais. Là, on dit, ouais, mais ils passent toute leur vie sur leur écran, ce sont des abrutis, on fait une génération d'abrutis, le nombre de fois où je l'entends. Ben, moi, quand j'étais jeune, on disait, ouais, mais il passe tout son temps devant la télé, c'est un abruti. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est clair. Tu vas reporter ça dans 50 ans, il y aura une autre technologie qui va arriver, je sais pas laquelle, et puis Ouais. voilà. Ouais. Mais par contre, est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a aussi un peu. C'est-à-dire qu'en même temps, ça reproche aux jeunes de ne pas être assez curieux sur la littérature, mais de l'autre, est-ce que tu trouves pas aussi qu'on stigmatise beaucoup la littérature jeunesse et qu'on la réduit à de la sous-littérature alors que c'est beaucoup plus dur, je pense que tu es d'accord, de faire des romans pour un jeune public que de faire des romans pour adultes. Et quand tu vois par exemple J.K. Rowling, à l'époque, dans les années 90, on disait J.K. Rowling, cette sous-autrice qui fait des romans pour gamins, etc. Et moi, je me souviens, ma mère qui leur répondait, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Elle a donné à des millions de jeunes l'envie de lire. Déjà. Et puis, J.K. Rowling est quand même une sacrée écrivain. Donc, j'aimerais bien avoir son talent pour écrire le genre de saga qu'elle fait, pardon. Donc,
C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se dire, ouais, bah, c'est jeunesse, ça va être un peu bébête, hein. Bah, c'est faux. C'est entièrement faux. Il y a plein Il y a des d'écrivains. adultes, j'ai vu des adultes de 50 piges qui lisaient du Hunger Games. Sans déconner. Bah, bien sûr, bah, moi aussi. Les Harry Potter, je les ai lus et tout ça. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouverture d'esprit, j'ai envie de dire. Voilà. Mm. De faire un peu popper ces idées reçues et ces carcans. On a une époque, on utilise souvent le terme boomer, comme tu dis, hein. C'est clair qu'on l'utilise, hein. Moi, je suis un hétérosexuel blanc non déconstruit. Donc, voilà. Celle-là, on me l'a déjà bien lancé Écoute, aussi. Donc, je suis ton quotient handicapé. voilà. Voilà. Donc, Je moi, je suis veux ta dire, caution c'est. handicapée, par contre. Je suis ta caution handicapée, donc ça va. Bah, moi, quelqu'un qui me lâche que je suis un hétéro blanc de 50 ans non déconstruit, je sais d'office que c'est impossible d'avoir une discussion avec quelqu'un qui Oui. a moins de 2 de QI. Voilà. Donc, j'ai plus de chances d'avoir une discussion édifiante avec une grenouille. Voilà, tout simplement. Donc, je discute même pas dans ces cas-là. Euh, je pars du principe que les enfants, par exemple, moi, j'ai fait un bouquin jeunesse pour une association il y a 3 ans. Et les enfants, j'avais fait donc des ateliers. Et les enfants étaient hyper enthousiastes. Ils étaient venus, on leur offrait le bouquin, l'association leur offrait carrément le bouquin et tout. Et je m'étais déplacé avec l'illustratrice pour dédicacer et tout. Et tu avais un père qui disait, ouais, bah, je suis content, hein. Mon fils, enfin, il va avoir un livre, hein, parce que ça l'intéresse pas du tout. Ah, j'ai dit, bah ouais, j'y faudrait peut-être le mener. J'y sais pas. Est-ce que vous avez déjà été à la bibliothèque avec, sachant que pour les gosses, par chez nous, c'est gratuit, en dessous d'un certain âge. Il fait, ah non, bah ouais. Ah oui. Mais voilà, tu as une bibliothèque, ça te coûte pas un bal. Alors, si tu te plains que ton gamin ne lit pas, essaie peut-être de prendre ton rôle à cœur et de lui ouvrir les horizons. Bien Voilà. sûr. Euh, alors, je suis d'accord, hein, on va dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, mon petit gars, je travaille et tout. Bah ouais, bah, moi, je travaille, j'écris, j'ai 3 gosses, ma femme fait de la musique, elle travaille, et on Bah trouve le oui, mais temps. de temps en temps, trouver un peu de temps pour aller avec son gamin à la bibliothèque, ça paye pas de mine, quoi. Ou autre chose, ou aller au C'est, cinoche, ou quoi. Enfin voilà, quoi. faut aller aussi, Ouais, c'est plus facile de stigmatiser que d'éduquer. bien sûr. Comme disait un chanteur de ton pays, à ça pour les faire, voilà, vous êtes présents, et pour les élever, il y aura des absents. Eh ben, c'est toujours d'actualité. C'est Stromae qui avait dit chanter ça, je crois. Bah, c'est toujours d'actualité, Mm. bien sûr, Et du coup, malheureusement. tu disais que pour toi, J.K. Rowling, c'était une autrice talentueuse. Du coup, pour toi, c'est pas admissible que, par exemple, lorsqu'elle a voulu se mettre au thriller, elle était obligée d'écrire sous un pseudonyme. Enfin, quand elle voulait faire du roman policier, elle a dû faire un pseudonyme pendant quelques temps parce qu'elle était trop attachée à autrice jeunesse, quoi. Le fait qu'elle ait écrit ses romans comme Cormoran Strike sous le pseudonyme de Robert Galbraith, tu trouves pas ça normal? Je trouve ça débile, en fait. Je trouve ça, encore une fois, une forme de. Tu vois, on est dans une société vachement faux cul, vachement hypocrite. Où on dit, ouais, il faut pas juger, hein, c'est pas bien de juger. Et ça juge tout le temps. C'est terrible, ça juge tout le temps. Tu peux On pas parle faire un pas à d'ostracisme, gauche ou un on s'est pas. jamais autant discriminé les uns les autres qu'en faisant semblant Totalement. Et de lutter contre l'ostracisme. le, 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 le mouvement woke, c'est un mouvement que je conchis absolument. Oui. Voilà, je suis anti-woke parce que ça prône l'égalité alors qu'il n'y a aucune égalité là-dedans, en fait. Il n'y a aucune égalité là-dedans, c'est de la stigmatisation, point barre. Ça accentue les différences, ça alimente la haine. C'est une vaste connerie, c'est une vaste fumisterie, tout simplement. Euh, pour revenir à J.K. Rowling, donc, laissons un petit peu mes vendettas personnels de côté. Euh, pour revenir à J.K. Rowling, ouais, bah, elle a écrit là, le Colton de Noël qu'on a acheté l'année passée en jeunesse. Et effectivement, elle a dû changer de pseudo. Ouais, je trouve ça débile parce que ça reste la même autrice, ça n'enlève rien à son talent. C'est pas parce qu'elle écrit Harry Potter qu'elle est incapable d'écrire autre chose. Je veux dire, je vais prendre mon couteau suisse francophone préféré, je vais prendre Serge Brussolo. Euh, c'est le mec en francophonie, bah, j'ai toujours dit, pour moi, c'est l'auteur francophone le plus doué du XXe siècle, Ah, parce qu'il est capable de tout écrire. Tout. Science-fiction, fantastique, c'est fantasy, Pierre Brûlé-à-Mort. policier, thriller, On le salue d'ailleurs. jeunesse. Voilà, c'est un génie. C'est un génie. Hmm, En littérature, c'est un génie. d'accord. Et il n'a pas dû changer de nom. Enfin, il a parfois changé de nom pour attaquer des séries comme Jag, hein, sous pseudo Zeb Chillicott, ou des trucs dans le genre. Mais Mais toi la aussi, t'as majorité un de ses... alias, Lévéric. Alors,
Je n'ai pas un alias. Au début, il faut savoir, donc tu as fait justement la référence en introduction que j'avais commencé à écrire sur Qui suis-je? Oui. Tout simplement parce que je suis belge et j'adore les jeux de mots pourris, donc Qui suis-je pour un pseudo, je trouvais ça Il très n'y a pas con que et les ça Belges, il y m'a a pris. aussi les Québécois. Voilà, voilà. Donc j'adore ce jeu de mots pourri. Mais je l'ai sorti, un, parce que c'était un jeu de mots pourri, et deux, parce que par lâcheté, on va dire. Parce que j'avais ultra peur. Mon premier roman était un roman que j'avais écrit à la sortie de ma désintox d'alcool. Voilà. Ah, ouais. Euh, donc dedans, il y avait énormément Il y avait même pas de morceaux de moi, c'était moi qui était dedans. Avec mes cauchemars, mes illusions perdues, ma vision sombre de la société. Ce livre, en fait, c'était un coup de poing dans la face de la société. C'est ce que mon éditeur disait à l'époque, et c'est bien vendu d'ailleurs, j'étais vachement surpris. J'ai sorti le deuxième, qui était Matriarcat, euh, qui était une histoire d'inceste maternel. Tu vois, j'adore les sujets sensibles, hein. Euh, voilà. Après, j'ai oublié vers le fantastique parce que j'ai toujours été attiré par le fantastique, T'avais mais il raconté fallait le temps de qu'entre faire mes entre devoirs. Matriarcat et tes autres bouquins, t'avais une grosse panne d'inspiration et en fait tu écrivais régulièrement pour trouver l'inspiration. Tu avais raconté ça durant notre conférence. Alors, j'écrivais régulièrement pour trouver l'inspiration et aussi pour roder mes mécanismes, parce que écrivain, ben, c'est un métier, c'est une gymnastique, et c'est en écrivant que tu t'améliores constamment. En fait, tu n'arrives jamais à un point culminant en tant qu'écrivain. Je crois que tu t'améliores tout le temps, que ce soit en lisant et toujours en travaillant, 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 travaillant. Moi, j'ai toujours maintenant, on me dit, ah, mais qu'est-ce que tu écris vite? En fait, maintenant, j'ai envie de dire, j'ouvre le robinet et mes doigts suivent mon cerveau. Voilà, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Euh, mais c'est le fruit d'années de pratiques acharnées, quasi quotidiennes. Voilà, c'est tout. Oui, effectivement, tu peux faire face à une panne d'inspiration. Comme je disais, il y a peu, j'ai eu un burn-out. J'avais l'impression de tourner en rond et je venais de recevoir mon quatrième prix, enfin mon quatrième prix, voici, c'était le quatrième prix Masterton en fait, qui récompensait l'ensemble de ma carrière de 2010 à 2020 et qui m'avait consacré meilleur auteur francophone fantastique de la décennie. Et lors de la remise du prix, j'ai dit, ben voilà, j'arrête la littérature adulte. Alors tout le monde s'est marré en disant, qu'est-ce qu'il raconte ce con? Euh, à part que j'ai arrêté la littérature adulte. Et pendant 2 ans, j'ai fait que du jeunesse. Enfin, 3 ans. Donc, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de souffler. Je ne prenais plus de plaisir, en fait, à le faire. Et j'avais l'impression de répéter les mêmes mécanismes. Et donc, c'était pas bon pour moi, vu que je ne prenais plus de plaisir. Et donc, par conséquent, pas bon pour le lecteur. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai fait autre chose. Et Liveric, c'est un alias. Pourquoi? Parce que ben, mon nom, Livins, tout le monde s'amuse à inverser le Y et le I. J'ai un nom barbare. Donc, Liveric, c'est la contraction de Liv pour Livins et Eric pour Frédéric. Le début de mon nom de famille, la fin de mon prénom. Et Liveric, voilà, c'était pour moi le pseudo parfait parce que c'était toujours moi. Un pseudo qui ne me dénaturait pas, mais qui était beaucoup plus facile à retenir pour les enfants. Ah, tu pensais aux gamins, Ah. d'accord, effectivement. Oui, c'est pas con. Hey. Présenté comme ça. Mais c'est comme, je crois que c'était l'auteur de BD Jean Giraud, il disait quand j'écris du Blueberry, c'est Jean Giraud, mais quand j'écris de l'SF, c'est Moebius. Il avait deux alias différents il avait deux noms différents pour chacun de ses parcours. D'accord. C'est un peu comme ça que tu vois la chose. Exactement. Hmm. Maintenant, quand c'est des romans plus consacrés à l'adolescence, comme Les Grisommes ou Le Cinéma hanté, là, je prends mon vrai nom. Hmm. Par exemple, le dernier qui est paru à l'ivresse cette année-ci, là, c'est à partir de 13 ans, mais ce sont vraiment des histoires d'horreur qui tâchent, sales, faites par des ados, avec des ados, et pour des ados. Donc là, on parle quand même de serial killer, de décapitation et tout ça. Donc là, j'ai pris mon vrai nom, parce qu'il ne s'agit pas qu'un gamin de 6 ans. Enfin, de toute façon, voilà, quand je suis au salon, je fais «Ah non, 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 c'est pas de ton âge». Mais voilà, je veux que la limite soit claire. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce dont on a parlé. On a parlé de beaucoup de choses en plus. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure cette émission? Ben non, à part un énorme merci de m'avoir invité, parce que c'était vraiment super chouette. C'est amusant. Bon, c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de faire des digressions, hein, comme avec le métal. Voilà, mais ça, tu le sais, hein, depuis longtemps. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. voilà. Mais non, non, mais c'est toujours très, très, très amusant, en fait, d'échanger, et j'adore ça. Donc,
Un énorme merci de m'avoir invité. Bah, il n'y a pas de souci. Et tu sais quoi, en plus, on est en train de discuter avec Lucas. Alors là, je l'annonce, mais c'est une idée qu'on a en tête. C'est qu'on fasse. Il avait l'idée de faire une émission où on serait tous les trois, donc toi, lui et un autre auteur que tu connais, pour faire un spécial anecdote de salon. Pourquoi pas? On est en train d'y discuter, mais si ça pourrait t'intéresser, si ça peut t'intéresser, on faudra qu'on se planifie ça début 2024 parce que j'ai déjà beaucoup d'émissions de prévues. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Si ça t'intéresse, on fera ça. Ça peut être très chouette. Ouais. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. T'étais l'un de ceux que je voulais Merci. le plus recevoir sur Radio Dojo. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et d'avoir été aussi participatif sur le chat. J'espère que ça vous aura plu. Et de toute manière, la prochaine émission, ce sera... Alors, ce sera vers la mi-novembre. Il faut que je retrouve la date exacte. Mais du coup, on recevra un invité de France d'Outre-mer pour un thème assez particulier. Oula, hop. Ouais, ce sera le 22 novembre. Le 22 novembre à 21h. Donc, même jour, même heure. Et pour ceux qui, de toute façon, assistent au live, samedi, on reprend le Doom Marathon. Lundi, le Rem Marathon. Alors, j'ai pas abordé la petite polémique qu'il y a eu là, il y a quelques heures. J'ai vu que j'ai eu un boost de vues sur ma dernière vidéo, avec pas mal de commentaires négatifs. Beaucoup n'ont pas apprécié ça, mais j'assume tout ce que j'ai dit. Voilà. Et bah écoutez, ça peut arriver. Bah, pour une fois, une de mes vidéos s'est pris des retours assez négatifs. Je l'assume, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, j'en répondrai durant le Rem Marathon parce que ce sera plus apte au thème. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les Frollo! Salut!